1959, le pianiste de Varsovie, chanté par Gilbert Bécaud. Étrange chanson que ce pianiste de Varsovie. Hommage à Chopin. Je l'aime bien, Chopin. Je jouais bien Chopin chez moi, à Varsovie. Hommage à une ville martyre. Des pas qui claquent, des murs qui craquent, des pas qui chassent, des pas qui glacent. Hommage à un pianiste juif qui serait mort, comme la plupart de ses coreligionnaires, lors de la destruction du ghetto, ou qui aurait miraculeusement survécu, comme Władysław Szpilman, qui inspira Polanski. Comment peut-on aimer une telle chanson quand on a 6 ou 7 ans? Parce que la musique résume un peu toutes les musiques? Romantisme et jazz, grand orchestre et piano solo, lyrisme et syncope? Parce que le texte raconte une histoire effrayante, même si on ne la comprend pas totalement? Parce que Gilbert Bécaud nous offre un voyage à travers toutes les nuances de sa voix, du murmuré au déclamé, du guttural au velouté, du longuement tenu à la peine prononcé. J'aimais cette chanson quand j'avais 6 ou 7 ans. Peut-être un peu plus, mes parents n'ont pas nécessairement acheté le disque l'année de sa parution, et je m'en étonne aujourd'hui. Fussé-je un tant soit peu sensible au paranormal, à la divination, à la prémonition, vissé-je dans une simple coïncidence un signe du destin, je ne manquerai pas d'affirmer que mon attirance pour cette chansonnette m'adressait un message crypté, que je ne déchiffrerai que bien plus tard. Tu seras un jour obsédé par la Shoah, l'Holocauste, la solution finale. Tu liras des dizaines de documents, de romans, de réflexions, de témoignages, visionneras autant de films, de reportages, de documentaires, assisteras à des débats, visiteras des camps, des gares, des villages, écriras toi-même plusieurs nouvelles autour de cette question afin de tenter de clarifier tes idées. Je ne crois ni n'ai jamais cru au signe du destin, ni au destin tout court. Simplement, j'aimais cette chanson quand j'étais enfant, je l'aime toujours autant, et bien plus tard j'ai été obsédé par la Shoah. Il n'y avait à cela rien de fatal, rien qui fût imputable au destin. Aucun membre de ma famille, proche ou éloigné, n'est, à ma connaissance, juif. Personne en tout cas n'a souffert à ce titre de persécution durant la Seconde Guerre mondiale. À l'inverse, nul de mes proches ne s'est non plus enrichi en dénonçant un youpin ou n'a même occupé un emploi de surveillant au camp de Drancy ou de Pithiviers. Si je n'ai pas été entouré de héros, je ne l'ai pas été non plus de salauds. Dans ce cas, pourquoi ? Je suis incapable de répondre à cette question. Si je l'outrepasse, arguant qu'elle concerne davantage le psychologue que le mémorialiste, il reste un monceau de pourquoi, auquel rien de ce que j'ai lu, vu, entendu, n'a pu apporter la moindre réponse. Pourquoi une petite poignée d'hommes a-t-elle pu concevoir un si inconcevable projet? Pourquoi une moyenne poignée d'hommes a-t-elle pu s'évertuer à mettre en place cet inconcevable projet? Pourquoi une grosse poignée d'hommes a-t-elle pu accepter d'exécuter les ordres inouïs nécessaires à la mise en place de l'inconcevable projet? Pourquoi une foule d'hommes et de femmes a-t-elle pu subir sans quasiment broncher la mise en place de l'inconcevable projet? J'ai trouvé de très nombreuses réponses brillantes, convaincantes, étayées, chez les très nombreux intellectuels qui ont écrit de très nombreuses pages sur ce sujet. Mais si leurs explications m'ont permis de comprendre un acte, une personne, une attitude, si elles m'ont apporté des éclaircissements sur le comment, parfois sur le pourquoi, en 2 mots, jamais elles n'ont calmé mon angoisse à propos du pourquoi. Elles ont au moins balayé un doute quant à la connaissance des événements. Tous ceux qui se donnaient la peine d'ouvrir les yeux savaient. Dès 1942, et parfois même avant, on trouve dans les journaux intimes de plusieurs protagonistes, qu'on ne peut soupçonner d'avoir falsifié leurs écrits a posteriori puisqu'ils sont morts au cours de l'événement, des témoignages indiscutables de la conscience qu'ils avaient de ce qui les attendait. Adam Tcherniakov, Emmanuel Ringelblum, Etty Hillesum, voire en filigrane Anne Frank. Une autre évidence,
qui se révèle bien ennuyeuse pour qui aime que le blanc soit indéfectiblement blanc et le noir irrémédiablement noir, découle de mes lectures. Mais je me refuse à la formuler avec mes mots. Je préfère laisser la parole aux témoins oculaires qui l'ont exprimée in situ. C'est un remarquable problème que celui de la passivité des masses juives. Elles meurent en silence. Un autre facteur qui tient la population en échec est la police juive, qui a appris à maintenir l'ordre, à frapper et à envoyer les gens dans les camps. Emanuel Ringelblum, Chronique du ghetto de Varsovie. Emanuel Ringelblum, né en 1900, a pris une part active à l'activité sociale et intellectuelle au sein du ghetto de Varsovie. Il participe au soulèvement de celui-ci en 1943, se cache pour rédiger un ouvrage sur les relations entre Polonais et Juifs, mais finit par être découvert et fusillé en mars 1944. Ou encore, la collaboration apportée par une petite partie des Juifs à la déportation de tous est évidemment un acte irréparable. L'histoire aura à juger. Etty Hillesum, une vie bouleversée. Etty Hillesum, née en 1914, est une jeune Hollandaise qui rédige son journal intime de 1941 à 1943. Déportée à Auschwitz, elle y meurt le 30 novembre 1943. Hannah Arendt, dans son ouvrage fameux « Eichmann à Jérusalem », a largement fait sienne cette idée, et Yahvé sait combien on lui en a voulu. Si les Juifs n'avaient pas participé au travail de la police et de l'administration, ces quelques milliers de personnes, dont la plupart travaillaient dans des bureaux, n'auraient jamais pu liquider des centaines de milliers d'autres personnes. Pour un Juif, cette participation de responsables juifs à l'extermination de leur propre peuple est sans aucun doute le plus sombre chapitre de cette sombre histoire. À Amsterdam comme à Varsovie, à Berlin comme à Budapest, on pouvait faire confiance aux responsables juifs. Ils dressaient des listes des personnes et des biens, ils obtenaient des déportés eux-mêmes les fonds correspondant à leurs frais de déportation et d'extermination, ils recensaient les appartements laissés vides, ils fournissaient des policiers qui participaient à la capture des Juifs et les mettaient dans les trains, et enfin, c'était le bouquet, ils remettaient dûment les fonds de leur communauté juive aux nazis pour confiscation immédiate. Qu'ai-je tiré de tout cela ? Je peine à nouveau à répondre. Mais cette fois, ce n'est pas parce que j'ignore la réponse, mais parce que cette réponse me désespère et que le désespoir est un péché mortel. En 2011, je suis allé en Pologne. C'était un cadeau d'anniversaire. Pilar, ma femme, et Michaela, ma fille, avaient organisé une fête surprise, invitant la plupart de mes amis sans que je sois au courant. En guise de cadeau, l'idée venait de Michaela, chacun se fendait de quelques euros pour me permettre d'aller là-bas, voir ce lieu dont j'avais si souvent parlé. 2 jours entiers, j'ai marché lentement dans les 2 camps, Auschwitz et Birkenau. J'ai regardé, humé, imaginé. Je suis arrivé dès l'ouverture pour échapper à la visite guidée obligatoire à partir de 10 heures. Je suis entré dans toutes les baraques ouvertes au public, et celle de Birkenau, pour désolantes qu'elles fussent, était éclairée par des fenêtres qui n'existaient pas dans les années fatales. J'ai examiné les inscriptions sur les murs, les graffitis, les dessins, dont plusieurs étaient à l'évidence dus à des enfants. J'ai parcouru toutes les allées, revenant sur mes pas, faisant des détours. J'ai regardé les agrandissements de photos prises à l'époque et installées ici ou là pour nous aider à comprendre, à voir. Notamment celle-ci qui a saisi un groupe de femmes et d'enfants assis dans l'herbe, comme pour une aimable partie de campagne. Mais la légende précise que ces femmes et ces enfants attendent leur entrée dans la chambre à gaz. J'ai enfin compris le principe de la rampe dont j'avais 1000 fois entendu parler sans jamais saisir en quoi elle consistait vraiment. J'ai bien sûr été sidéré devant les vitrines où sont amoncelées les valises, les chevelures, les lunettes, les jouets d'enfants. Et ce qui m'a le plus touché, sans que je sache pourquoi, les chaussures. Des dizaines de milliers de chaussures, des centaines de milliers.
des deux côtés d'un long couloir, et chaque soulier avait chaussé un pied humain, de femme, d'homme, d'enfant, un pied vivant. J'ai vu les cachots à Auschwitz. La potence, l'ironique inscription à propos du travail, le mur des exécutions jouxtant, si je me rappelle bien, l'infirmerie, le gibet où a été exécuté Rudolf Höss, le directeur du camp. La lecture des mémoires de Rudolf Höss, ou pourquoi pas celle de leur version romancée par Robert Merle, permet de mieux comprendre ce qu'est la banalité du mal, de faire la connaissance de ce que Didier Deninx appelle un salaud ordinaire. Je suis entré dans la salle où étaient exposées les photos des expériences de Mengele et je n'ai pas pu les regarder. C'est la seule chose que je n'ai pas pu regarder. Au moment où je traversais cette salle, s'y trouvait un groupe d'adolescents dont j'ignore la nationalité et dont plusieurs étaient en larmes. Et j'étais heureux de ces larmes. Fier de ces adolescents capables, malheureusement il n'y en a pas tant, de distinguer la frontière entre les fantaisies sanglantes des jeux électroniques et la dégueulasserie de ce type qui avait un jour prononcé, en y croyant peut-être, le serment d'Hippocrate. Joseph Mengele. Joseph Mengele qui a échappé à son jugement et à son châtiment après la guerre. Fait prisonnier par les Américains lors de la débâcle allemande, il ne fut pas reconnu comme le médecin d'Auschwitz et on le libéra après quelques semaines d'incarcération. Il put alors passer en Amérique du Sud, Argentine, Paraguay, Brésil, où il vécut sous son véritable nom jusqu'en 1979 et où même il se remaria. Il est à croire que certaines femmes ne sont pas incommodées par l'odeur de la pourriture. Les chasseurs de nazis qui avaient capturé Eichmann ne parvinrent jamais à mettre la main sur lui. Je ne sais pas pourquoi, mais tout cela me fait penser à Varsovie.